Bonjour, bonjour à tous. On va donc finir cette belle journée en présentant quelques-uns des résultats de la campagne de fouilles 2024 sur le Mont Beuvray. Une campagne qui est, comme chaque année, était une campagne assez riche et dense. On a accueilli environ à peu près une centaine d'étudiants, des chercheurs, chercheuses de provenance européenne, qui viennent de différents pays européens et qui ont travaillé sur 8 chantiers de fouilles cet été, qu'on va essayer de présenter forcément synthétiquement, et on va quand même essayer de le faire en restant sur les 20 minutes de temps. Donc la campagne cette année a débuté en printemps avec l'université de Besançon, Dijon, Toulouse et la fouille des quartiers centrales de l'Oppidum, du parc aux chevaux. C'est suivi en juin-juillet avec la fouille des fortifications de l'Oppidum dans les secteurs des Grands-Portes. En parallèle, l'équipe anglaise a achevé la fouille du sanctuaire des sources des Lyonnes à quelques kilomètres de l'Oppidum. L'été a été marqué aussi par le chantier école du Bibracte, toujours au parc aux chevaux, à la Domus PC2 notamment, par l'ouverture d'une petite opération au niveau de la terrasse par les universités de Brno et de Prague, par la continuation, la poursuite de la fouille du centre monumental de la Pâture du Couvent, et enfin, au mois de septembre, par la fouille du versant du Champlan en arrière de la porte du Rébou par les collègues polonais et de Paris. Donc on va balayer un petit peu tous ces chantiers dans les grandes lignes et dans les résultats, ce qui concerne les résultats principaux, sachant que tous les résultats de ces travaux sont en cours d'étude en vue de la rédaction du rapport scientifique à la fin de l'année. On va commencer par le secteur des Grands-Portes, donc par l'étude des fortifications du Bibracte, un secteur qui, depuis quelques années, est concerné par une opération qui s'articule sur trois enjeux, trois volets et trois enjeux un peu complémentaires, notamment l'étude des fortifications du Bibracte, leur architecture, leur façon d'installation dans les versants du Mont Beuvray, l'étude du bastion et du système de porterie, donc du bastion de la porte aménagée dans le rempart externe du Bibracte. On verra dans l'image qui, pour rappel, est le plus ancien rempart de l'Oppidum, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Et un troisième volet qui porte sur l'étude de la voirie à l'intérieur de système d'accès. Pour des raisons budgétaires, les effectifs de l'équipe des Grands-Portes, mais en général, les effectifs de toutes les équipes qui ont travaillé dans le programme de recherche cette année ont été réduites, sensiblement réduites. Ce qui a conduit pour les secteurs des Grands-Portes à mettre en pause en 2024 la fouille du bastion de la porte et de se concentrer les forces sur les deux autres volets de l'opération, dont l'étude de la voirie. Nous avons réalisé, l'équipe roumaine de Cluj a réalisé cet été un sondage diagnostique immédiatement à l'arrière des bastions les plus internes du système d'accès que vous avez à l'image. Le sondage a révélé l'absence presque totale de stratification archéologique. Notamment, on n'a aucune trace de voirie provenant de la porte. Ce qui soulève des questions, notamment sous la taphonomie, sous la présence d'un phénomène d'érosion particulièrement importante dans ces secteurs. Donc le sondage a été conclu cette année et pour mieux comprendre cette question et aussi les résultats de ces sondages, il sera nécessaire dans les années à venir d'étendre la fenêtre de fouille, notamment vers le sud-ouest, donc en direction des bastions de la porte et de tous les systèmes d'accès. Néanmoins, la plupart des efforts de l'équipe française et roumaine cet été se sont concentrés sur l'étude et notamment sous l'achèvement de la grande tranchée que vous voyez tout en bas du plan, qui recoupe les deux fortifications de l'Oppidum. Où ces deux enceintes, ces deux fortifications se croisent. Donc, au petit rappel, quelque chose qui est probablement vous connaissez déjà, mais l'Oppidum de Bibracte est entouré par deux enceintes successives. Une première est plus longue,
7 km de long, qui est probablement édifié à la fin, autour de la fin du IIe siècle avant notre ère, qui on rappelle le rempart A et qui est en vert dans l'image, et qui est remplacé au tout début du 1er siècle avant notre ère par une enceinte plus courte, au rempart B, rouge, et qui est encore très bien conservé aujourd'hui et très bien visible sous les flancs du Berberet, comme on le voit dans ces images. Donc, ces rempart interne, rempart B, est construit avec la technique du Murus Gallicus, donc avec une armature interne en poutres en bois croisé qui sont évidemment disparues. Les tout habillés à l'avant d'un parement pierre sèche, d'un blocage, c'est ce que vous voyez à l'image. Et vous voyez la taille du parement conservé de cette fortification par rapport aux fouilleurs qui sont dans l'image. Soit environ 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de rempart conservé de la base depuis son sommet. Donc l'année dernière, la fouille avait permis de reconnaître sous la base du parement interne un niveau voilà, de ces sondages plus profonds au fond de la tranchée, avait permis donc de reconnaître la base, les restes à raser du rempart externe, donc de la première fortification du Bibracte, toujours un Murus Gallicus, et qui avait été complètement arasé. Il y a une assise pratiquement de conservée pour le remplacement et l'installation de la nouvelle enceinte. Cette année, l'attention a été portée sur la fouille de la partie en amont du Murus, afin de vérifier donc comme ces structures s'intègrent à la morphologie naturelle du versant, et aussi dans la partie aval, c'est l'image que vous avez à gauche, à votre droite plutôt, dans le but de détecter et de vérifier, de décrire les aménagements qui précèdent la fortification. Donc tous les aménagements du glacier inférieur et l'éventuelle présence de fossés à l'avant des deux fortifications. Au final, grâce à ces opérations, on a une très grande tranchée de plus de 30 mètres de longueur, avec un dénivelé de presque 12 mètres entre la partie amont et la partie aval des remparts. Ce qui permet d'obtenir une coupe assez complète et assez inédite pour les fortifications du Bibracte. Petite parenthèse, c'est une coupe qui est en train d'être étudiée. Donc, en fait, c'est juste un état de travail en fait que vous avez ici. Et notamment, c'est l'équipe qui est en train de l'analyser, de l'étudier pour les rapports. Mais on peut déjà reconnaître les principaux éléments des deux dispositifs de défense superposés. Voilà, donc on reconnaît les remplissages des deux fortifications qui se distinguent par la matrice, la couleur un petit peu différente, les deux parements et les deux fossés qui se succèdent à l'avant des fortifications. Vous me direz, c'est pas hyper évident au vu de la taille de la coupe. C'est pour ça voilà, on essaie on voit un peu mieux. Et notamment, le résultat principal de la campagne de cette année, c'était vraiment la mise au jour d'un fossé à l'avant du rempart B, du rempart plus récent, qui recoupe, donc en rouge dans l'image, qui recoupe le fossé qui avait déjà été vu l'année dernière, qui dévance la première enceinte de Bibracte. Donc on a un système composé de Murus Gallicus et fossé qui se réperpétue, qui se replace en fait dans le temps, avec quelques différents pourtant dans le mode de construction, s'agissant toujours des Murus Gallicus, mais avec quelques détails architecturaux différents, et aussi dans la taille et dans le positionnement du fossé avant par rapport à la courtine et au parement du Murus. Concernant la fouille du bastion de la porte, comme j'avais dit avant, cet été, la fouille elle-même a été mise en pause. Ça sera repris l'année prochaine. Mais on a quand même continué l'étude de quelques-uns des restes funéraires qui avaient été découverts en 2022 au cœur du bastion. Donc, on avait découvert l'image de la fouille en cours de 2022, une petite zone de rejet funéraire qui s'installait vraiment dans le corps même du bastion de la porte. Donc, en fait, cet été, on a avancé beaucoup dans les traitements des échantillons pour toutes les études carpologiques, voire même ensuite anthracologiques, et aussi dans l'analyse des quelques urnes conservées qu'on avait découvertes à l'époque.
donc avec des scans 3D et puis le début de l'analyse anthropologique des restes dans les urnes. J'ai pas encore vraiment les résultats de l'étude qui s'est été faite cet été, mais les résultats préliminaires seront quand même présentés dans un rapport scientifique en fin d'année. Donc, je passe un peu plus rapidement, avant de laisser la parole à Arnaud, sur 2 opérations qui ont été plus courtes pour différentes raisons, dont une qui a été menée à niveau de l'enclos de la terrasse, qui, pour rappel, c'est un espace d'environ 1 hectare qui se place vraiment sur le sommet du Mont Beuvray, qui est ceinturé par un talus, donc qui est bien défini en fait dans la morphologie de la montagne, mais dont la chronologie et la fonction restent incertains aujourd'hui, malgré les nombreux tranchées et sondages qui ont été réalisés dans cet endroit dans les années 80 et 90. Donc, en raison de cette incertitude dans la chronologie de la fonction, l'équipe de Brno et de Prague ont ouvert une nouvelle tranchée à travers les talus pour essayer, via essentiellement de la datation radiométrique, de mieux dater cette structure. Alors, la campagne a été très courte, hein, donc pour l'instant, les travaux de CT ont permis juste d'enlever les niveaux superficiels et de mettre au jour quand même 2 structures empierrées qui à l'écran sont appelées talus. Il s'agit donc des 2 structures qui sont très probablement non contemporaines, les talus en aval étant probablement plus anciens que les talus en amont. Il y a peut-être un fossé qui sépare les 2, mais en fait, les résultats de la campagne cet été sont encore préliminaires. La campagne était vraiment une préparation pour une fouille plus conséquente de ces 2 structures qui aura lieu l'été prochain. Et une autre petite opération, elle aussi de petite taille, mais pour la raison inverse, à la terrasse, c'était vraiment une première opération préliminaire pour une opération plus importante à venir. À niveau du Champlain, il s'agit vraiment des arrêts de jeu d'un projet qui dure depuis quelques années et qui devra se conclure donc en 2025 et qui porte sur l'étude des aménagements anthropiques du versant qui se situe à l'arrière de la ligne de bâtiment qui longe la voie principale de l'oppidum, juste à l'arrière de la porte du rebut de l'entrée principale de l'oppidum depuis nord-est. Et les campagnes menées dans tous les secteurs ont montré, ces dernières années, une succession de terrasses anthropiques, généralement très, très arasées. Donc, les vestiges conservés sont quand même assez lacunaires, mais qui montrent quand même un impact anthropique important, dans le sens que tout le versant a été aménagé. On a beaucoup de traces de palissades, on a au moins un puits, un cellier. Donc en fait, il y a tout un espace en arrière des boutiques très denses qui longent vraiment la voie principale de l'oppidum, qui est utilisé, occupé à différents degrés de densité. Et je laisse la parole à Arnaud pour les quartiers centraux et puis vraiment les zones d'habitat principales de l'oppidum. Oui, donc comme vient de le mentionner Andrea, on va se concentrer sur le quartier, sur 3 secteurs, plus au centre de l'oppidum, avec le quartier ici, le secteur de PC14, tout au sud du bâtiment PC15 qui a été fouillé ces dernières années, PC2 et l'îlot des Grandes Forges ici. Donc le premier secteur PC14. Donc nous nous trouvons dans un secteur qui a été ouvert en 2021, donc comme je viens de vous dire, à la suite donc de la fouille de PC15 ici. Et on se situe donc dans un secteur au sud-ouest d'une grande plateforme qu'on appelle donc PC14. C'est une fouille qui représente 1200 mètres carrés et cette année donc on s'est concentré sur la partie sud donc d'un secteur qui a été déjà ouvert en 2021 ici, mais qui avait été laissé en suspens pour
se concentrer sur le centre de cette zone. Et on a pu continuer en fait la fouille de bâtiments maçonnés qui avaient été repérés en prospection géophysique. Et donc la fouille de cette année a permis de continuer, donc ici, une vue aérienne de la fouille en cours. Donc, comme je vous ai dit, là, c'est une fouille qui a été terminée ces dernières années, donc concentrée sur ce secteur-là, où on s'aperçoit que plus on va vers le sud, plus les maçonneries, mieux sont les maçonneries sont mieux conservées. Ici, elles étaient beaucoup plus arasées. Quelques vues des fouilles en cours, mais surtout, on a pu continuer et l'équipe qui est à la fois l'équipe de Dijon, Besançon et de Toulouse a pu continuer et je trouve pas mes mots, pardon. Continuer à... Non, j'y arrive pas. Tu peux continuer. Si tu veux. En fait, c'est qu'il disait Arnaud, on a dans ce secteur des fouilles, donc les fouilles ont continué à mettre au jour le phasage de l'habitat dans ces secteurs avec un premier état qui date de la première moitié du 1er siècle avant notre ère environ, qui est représenté essentiellement par des structures creuses comme des celliers ou des fosses. Un deuxième état qui est mieux structuré avec une voie, une vénelle, une route qui traverse les secteurs d'est en ouest et qui est entouré par des palissades. Le tout reconstruit, enfin pour mieux dire restructuré en époque augustaine avec l'installation d'une petite domus. Là, on vous montre plein de deux sous-phases en fait de cet état augustéen qui compose en réalité des quatre phases. Donc on a cette petite domus qui est aménagée, réaménagée à plusieurs états avec des ajouts de pièces et notamment dans le dernier état, c'est particulièrement la fouille de cet été, l'ajoute ici dans le sud-est de nouveaux espaces. Oui, désolé, j'ai du mal à parler en public, c'est pour ça. Je me mets la pression. On va reprendre sur un petit peu plus au sud, sur la Domus PC2, donc, qui se situe, pour ceux qui connaissent, au sud-ouest de la grande villa de PC1. Avec donc ça, c'est le chantier école de Bibracte, avec des nouveaux secteurs qui ont pu être ouverts cette année, et des secteurs qui ont été terminés, notamment donc, dans la pièce X, où en fait on a, sur l'orthophoto, ici, l'équipe a pu terminer la fouille ici de structures antérieures en fait, à la Domus, des bâtiments en structure bois. Également, l'équipe a continué ici un secteur qui avait été déjà ouvert l'année dernière avec, c'est ce que l'on a ici, la mise en évidence de sols qui correspondent en fait, si on revient à la diapositive d'avant, de sols qui sont en fait toujours antérieurs à la Domus, mais qui sont postérieurs aux bâtiments en bois et qui pourraient être en fait correspondre à des structures donc entre ces bâtiments ici et juste avant la construction de la Domus et qui pourraient peut-être être contemporaines de la cave qui avait été fouillée ici et mise en évidence en 2017. Les jeunes ont également pu continuer dans la partie nord, ici, qui correspond en fait à l'entrée principale de la Domus. Un certain nombre donc là, c'est vraiment le début des fouilles et on reste dans les niveaux supérieurs. Mais on s'aperçoit voilà, qu'il y a quand même quelques lambeaux de sol qui ont pu être fouillés ici avec des beaux niveaux de sol. Et sinon, après, on a les niveaux de préparation de sol
qui ont été fouillés, et donc maintenant il reste encore à descendre pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. À l'aperture du couvent, c'est une fouille qui a repris l'année dernière. Ça avait été mis en pause pendant plusieurs années pour attendre la publication qui devrait bientôt sortir. Donc l'équipe est revenue l'année dernière avec un sondage ici d'à peu près 90 mètres carrés et qui a été étendu cette année pour atteindre à peu près 200 mètres carrés de surface qui a été décapée, mais uniquement tout n'a pas pu être fouillé. L'idée, c'était en fait de voir un petit peu ici, on a des structures qui avaient été mises au jour au 19e siècle par Bulliot, notamment ici un système de canalisation, et on se trouve également dans la partie donc sud-est, avec ici, on voulait voir un petit peu comment ça se passait au niveau du mur de fermeture ici de l'îlot, et on voit également qu'il y a un certain nombre de structures qui ont été mises en évidence par la prospection géophysique, ici, et donc l'idée c'est de voir un petit peu comment ça se concentre, voir un petit peu la stratigraphie et voir un petit peu les bâtiments qui pourraient être un petit peu denses ici. Et comme on s'y attendait, on a des maçonneries qui sont extrêmement bien conservées, avec notamment ici un mur où on a encore du mortier, de l'enduit sur les murs qui est extrêmement bien conservé. La fouille est encore, c'est vraiment que le début de la fouille. On a beaucoup de maçonnerie qui sortent et pour le moment c'est un peu trop compliqué, c'est un peu trop complexe c'est un peu trop tôt en fait pour savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. On sait qu'on a au moins 3 états de construction avec beaucoup d'élévation. Donc la fouille est encore en cours et c'est que le début de la fouille. Je reprends la parole et je vais faire vite. Juste pour une dernière opération de la campagne, donc, qui a concerné l'achèvement de la fouille du sanctuaire des sources des Lyonnes, qui avait été sondé déjà entre 2016-2018 et puis l'année dernière. Donc la fouille a permis notamment de compléter les constats archéologiques qui étaient faits dans le temple 1, c'est le plus septentrional en fait de l'ensemble du sanctuaire d'époque impériale. Et c'est lui qui avait montré la complexité stratigraphique la plus intéressante, notamment du fait de la superposition des 3 édifices, dont le temple impérial d'époque impériale ne représente que l'état final, l'état ultime. Voilà, en effet, le temple, ce temple maçonné, donc ça s'installe sur les restes d'un édifice intérieur qui vous voyez en rouge à l'écran, qui est construit sur des solins en pierre sèche, qui est donc avec une élévation en ossature bois. Il s'agit d'un édifice qui en date de la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère et dont la fonction cultuelle peut être supposée de par le plan et puis la continuité en fait d'occupation, enfin de fonction avec le temple postérieur, mais pas tout à fait certifié, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'ex voto, le mobilier n'est pas particulièrement caractéristique. Ce qui est le plus intéressant, c'est la datation, parce que donc on est à la deuxième moitié du 1er siècle avant notre ère, donc cet édifice est contemporain de la vaste agglomération qui, à cette époque, occupe sur plusieurs centaines d'hectares toute la zone des sources des Lyonnes et qui constitue une sorte de faubourg extérieur de Bibracte, contemporaine de Bibracte, mais qui est connu aujourd'hui essentiellement par prospection. Déjà en 2023, on avait vu que ces bâtiments s'installent sur les quelques restes d'un édifice plus ancien, toujours avec des solins en pierre sèche, toujours de l'élévation en bois, et qui on pouvait dater, et on peut toujours dater à la première moitié du 1er siècle avant notre ère. Et en fait, cette année, l'enlèvement, la fouille intégrale de tous les niveaux des sols et des constructions de ces deuxièmes bâtiments rouges a permis vraiment de compléter le plan de ce premier bâtiment. Et donc de
qui lui, par contre, s'installe avec un petit terrassement sur le niveau géologique. Donc, en fait, on a vraiment une séquence complète de ces secteurs. Et on peut noter la découverte d'une fosse de potoir. La voilà, contemporaine de ces bâtiments plus anciens et qui contenait 15 pinces d'amphore bien calées. Je mis le... Voilà, on voit un petit peu les phases de la fouille de cette fosse. Tous ces amphores étaient posés, calés sur un premier comblement en gros bloc. Et l'ensemble de ce mobilier qui est quand même limité aux amphores, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de céramique et on a juste quelques clous en fer, mais pas d'autres types de mobilier. En tout cas, l'étude de ces ensembles, que vous voyez ici en 3D, fait par Arnaud, sera fait en courant le mois de novembre. Notre petite découverte de l'été, c'était la découverte d'un élément en plomb près du mur du péribole du sanctuaire, qui est actuellement en cours d'étude et qui faisait sans doute partie de la toiture du temple d'époque impériale. On peut dire ça aussi par sa position lors de la découverte, c'est-à-dire qu'il était posé sur 3 imbriques alignés, qu'on ne voit pas à l'image. Ils étaient vraiment couverts en fait par cet élément de plomb. Donc il s'agit d'un ensemble, l'élément de toiture plus les imbriques qui étaient probablement récupérés lors de l'abandon du temple. Donc voilà, pour finir, quelques photos juste de la fouille. Et vraiment pour finir, nous tenons, nous deux, et puis au nom de toute l'équipe de Bibract, ce qui t'avait rappelé aussi tout à l'heure, à rappeler qu'en 2024, nous avons célébré les 40 ans du redémarrage des fouilles sur le Beuvray en 84. Et que toute l'équipe des Bibract a souhaité marquer cet anniversaire tout au long de la saison avec une exposition que peut-être certains d'entre vous ont vue et sinon qui est toujours visible sur le site et les musées. Donc on a proposé à la fois sur les sites et à la fois au musée et qui veut retracer en image ces 40 premières années de fouilles et de découvertes sur le Beuvray. Nous avons aussi beaucoup communiqué à ces sujets. Un sujet qui nous tient à cœur, avec beaucoup d'articles sur la presse locale et nationale, dans les médias, dans la radio, mais aussi avec une hors-série de la revue Archéologia de plus de 60 pages, que vous avez peut-être vu en vente dans les kiosques, que vous avez sûrement vu en vente en bas tout à l'heure, et qu'on a pu réaliser auprès de Mathilde, et qu'on a pu réaliser grâce au soutien de la DRAC du service régional archéologie. La voilà, et qui est le résultat d'un effort collectif de toute l'équipe de recherche de Bibract, qui n'était pas simple, mais qui nous a beaucoup amusé et qui nous a surtout permis à nous, on va dire nouvelle entre guillemets génération, de plonger encore plus profondément dans cette belle histoire, de cette aventure qui est l'archéologie à Bibract sur le Mont Beuvray. Merci. Désolé. Merci Andrea, merci Arnaud, c'était très bien en fait. Donc oui, du coup, et Mathilde justement qui rappelait qu'elle avait retrouvé une archivina en fait de Jean-Paul Guillaumet en fait qui disait en 84 on en a au moins pour 10 ans en fait quoi. Bon voilà, 40 ans plus tard en fait les recherches se poursuivent, sont riches. Malgré les difficultés financières. Donc merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions en fait, complémentaires à ces... Je ne sais plus, il y avait combien 8 opérations là, que tu as présentées, quelque chose comme ça. On a 8 opérations de fouilles, sans compter après les prospections. Voilà, donc si vous voulez des compléments d'information, c'est maintenant, oui. Est-ce qu'on peut revenir à ce morceau de plomb justement découvert Donc si j'ai bien compris, un élément de toiture. Donc si j'ai bien compris, c'est une imitation d'Imbriques ou ça couvre à une Imbriques? Non. Alors moi, c'est que je peux me limiter. Moi, je travaille sur les trous de poteau essentiellement, mais en fait, ce que je peux dire, c'est le contexte, vraiment comment on l'a découvert. En fait, c'est cet élément de plomb. Là, on a mis que des images du haut, mais en fait, c'est une tôle qui est pliée. C'est relativement fin, voilà. J'aurais dû mettre peut-être une image prise du bas. Mais en fait, c'est vraiment une tôle qui est pliée et puis repliée sur le fond. Et au moment où on l'a prélevé,
on s'est rendu compte qu'il y avait 3 imbricates qui étaient vraiment alignés, hein, ils étaient en position, qui étaient vraiment dessous et qui ont fait la courbure que ces tôles fait correspondent vraiment aux imbricates. Donc il était vraiment posé dessous. Maintenant, dire que c'était une position, on va dire, primaire et qui était en récupération, ou que les tuiles étaient là, enfin les imbricates étaient là et que la tôle a été repliée dessous, ça, je laisse vraiment aux gens qui connaissent beaucoup plus que moi le contexte. Mais ça, c'était vraiment le contexte de découverte, en fait. C'était vraiment posé dessous. Merci. Et il y a des trous de fixation.